Imo Week, spécial CIMI 2024. Christelle Zordan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Société de la Tour Eiffel. Alors, on va évoquer un premier sujet qui est la poursuite de la feuille de route que vous avez initiée en 2022 et notamment la poursuite de votre stratégie de diversification de votre patrimoine vers de la logistique urbaine. Alors, je vous laisse vous exprimer justement sur cette thématique. Oui, alors effectivement, comme vous le disiez, en 2022, nous avons lancé une nouvelle feuille de route pour les 5 à 7 ans qui suivent, avec un premier pilier qui est celui de la diversification en termes de classe d'actifs, puisque quand je suis arrivée fin 2021, le constat était que nous avions plus de 80% de notre patrimoine en bureau. Et après les années qu'on a tous connues de déclassement entre guillemets du bureau à cause de phénomènes comme le télétravail, la dédensification et autres, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup souffert. Et puis par ailleurs, on voit bien que sociétalement parlant, les grandes tendances sont vers une diversification aussi à l'échelle des villes et des quartiers pour éviter d'avoir le bout de ville où on dort, le bout de ville où on travaille, le bout de ville où on fait ses courses. Et partant de ce constat, effectivement, nous avons choisi d'entamer une diversification plus forte de notre patrimoine avec pour objectif d'avoir un gros tiers de nos actifs qui ne soient plus du bureau à cette échéance. Parmi les axes de diversification, il y en a un certain nombre, notamment le résidentiel géré, mais celui qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, c'est la logistique urbaine ou les hôtels d'activité et notamment à étage, puisque nous avons lancé une marque qui s'appelle LILK, alors qui veut dire Light Industrial Last Kilometer, de logistique urbaine à étage. Et le premier produit de cette marque vient d'être livré toute fin novembre, donc c'est tout chaud, à Nanterre. Et là où on voit que c'est un produit qui vraiment rencontre son public, c'est que nous sommes déjà préloués à plus de 40%, avec de fortes marques d'intérêt sur le reste. Alors on parle de surface de l'eau relativement faible, d'où une commercialisation un peu tardive, mais le fait d'être déjà loué à quasiment la moitié nous donne beaucoup d'assurance sur le fait que ce sont des produits qui vont fonctionner. On en a un second en construction à Bobigny, qui s'appellera Syrah, et qui lui sera livré au second trimestre 2025, et puis d'autres projets dans les cartons, mais encore un peu trop immatures pour qu'on puisse en parler. Donc on parle bien du projet de Nanterre, donc c'est le projet Nantura. Nantura, tout à fait. Exactement, donc qui a été livré, donc du concept LILK que vous avez décrit. Toute fin novembre. Alors ça a la particularité d'être un bâtiment de logistique sur 3 étages. Donc avec une rampe, il y a 2 types de rampes dans ce type de produit, des rampes hélicoïdales et des rampes rectilignes en fait. Sur celui-ci, c'est hélicoïdal, donc c'est quelque part un sacrifice de surface de terrain parce que ça occupe quasiment un tiers de la surface au sol. Mais comme on gagne en hauteur, finalement, on répond à une double problématique qui est celle de pouvoir accéder à ces étages pour des poids lourds ou des camionnettes. Mais en même temps, on répond à la logique du ZAN, qui est quand même qui s'impose à nous aujourd'hui et qui ne nous permet plus de nous étendre comme on l'aurait fait auparavant. Et est-ce qu'aujourd'hui, la diversification que vous opérez vous-même est un moyen justement de contrer les effets néfastes de la crise? On sait qu'il y a certaines classes d'actifs qui sont structurellement en crise. Vous avez évoqué le logement tout à l'heure. On peut parler du bureau également. Est-ce que justement se diversifier et miser sur des actifs qui ont plutôt le vent en poupe, en tout cas qui semblent protégés et préservés par rapport à d'autres classes d'actifs comme la logistique, est aussi une manière de contrer peut-être les différents aléas de la crise? Oui, bien sûr. En fait, pour nous, c'est un moyen d'aller vers plus de résilience. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est corps dans une classe d'actifs, on est soumis à tous les aléas de cette classe d'actifs. Les acteurs du commerce l'ont vécu il y a une dizaine d'années, les acteurs du bureau le vivent depuis 3-4 ans. Et pour nous, la diversification, c'est effectivement un moyen d'être plus résilient, mais c'est aussi et surtout un moyen d'accompagner en fait les évolutions sociétales. Aujourd'hui, tous ces actifs, ils répondent quand même de façon très, si on revient aux fondamentaux, de façon basique, à des besoins. Le besoin de se loger, le besoin d'avoir un lieu pour accueillir des équipes quand elles travaillent, le besoin de se faire livrer des produits. Alors c'est peut-être pas un besoin, mais enfin en tout cas c'est devenu une forme d'achat. Donc avec la logistique qui y répond. Enfin voilà. Donc tout ça c'est quand même pour répondre à des fondamentaux. Et on pense qu'en étant un acteur de l'immobilier, un acteur de la ville, on doit répondre à tous ces enjeux.
Concernant la société de la Tour Eiffel, quel bilan global vous dressez de l'année 2024? Alors l'année 2024 aura évidemment, comme pour toutes les sociétés de notre secteur, été un peu compliquée. Le premier sujet qui nous pénalise entre guillemets, c'est le sujet de cette espèce de sclérose du monde de l'investissement. C'est-à-dire que nous, dans notre feuille de route, on a prévu de faire évoluer ce patrimoine, comme on vient de le dire, avec notamment des cessions. Et ces sessions sont évidemment plus complexes. Pour autant, moi, ce que j'en retiens, c'est que l'année 2024 nous aura permis d'atteindre notre objectif d'équilibre entre les acquisitions et les cessions sur les 2 années et demie qui se sont écoulées depuis l'approbation de cette feuille de route. Donc, on a malgré tout réussi à le faire, notamment parce qu'on a des actifs un peu plus petits que la moyenne, donc probablement plus liquides. Je retiens également les premières livraisons de nos actifs en développement, avec la livraison de Nantura dont on vient de parler, mais aussi la livraison de notre premier bâtiment de co-living à Lyon qui est opéré par la marque Bicube. Donc voilà, c'est notre première diversification aussi dans le résidentiel géré. Et puis c'est l'avancée sur tout un tas de projets qui sont en cours aujourd'hui. Donc Syrah, le second hôtel d'activité à étage, et puis d'autres projets, notamment en bureau et en région, parce que le second axe de notre développement, c'est la régionalisation accrue de notre patrimoine. Aujourd'hui, on n'a que 25% de notre patrimoine en région. L'objectif est de monter à un gros tiers. Donc on a aussi lancé des projets en région, plus petits, qui répondent à des vrais besoins locaux. Donc le Jade à Aix qui va être livré courant janvier, ou encore un petit immeuble de bureau à Lyon. Justement, on se projette sur l'année 2025 et sur les axes, en tout cas sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, grosso modo, quels sont-ils en plus de celui que vous venez d'évoquer? Alors le premier, nous avons une assemblée générale lundi prochain qui doit se positionner sur un projet d'augmentation de capital majeur que nous avons lancé il y a quelques semaines. Donc évidemment, si le vote de l'assemblée générale est positif, le début de l'année nous permettra de collecter les fruits de cette augmentation de capital, et donc aussi de nous désendetter et d'avoir de ce fait un peu plus de liberté pour avancer dans cette feuille de route et pouvoir la déployer beaucoup plus sereinement, puisque du fait de la hausse des taux, ces sujets financiers occupent une bonne partie de nos forces vives, et c'est vrai que de pouvoir avancer plus sereinement sera quelque chose de très positif pour la société. On a des livraisons de bâtiments qui doivent s'opérer. On a également à continuer ce plan de cession d'actifs qui a été initié, sur lequel on doit continuer, et puis voilà, et puis continuer la transformation de la foncière qui a été initiée, comme vous le disiez, lors de cette feuille de route adoptée en 2022. C'est-à-dire que vous êtes sans cesse effectivement sur des arbitrages entre les actifs que vous prenez, les actifs que vous cédez, les actifs que vous conservez au sein de votre portefeuille. Oui, tout à fait. Il y a systématiquement justement. On revoit très régulièrement notre patrimoine ligne à ligne pour se poser les bonnes questions et se dire voilà, est-ce que cet immeuble, on a envie de le garder? Est-ce qu'il est en ligne avec la feuille de route? Si la réponse est oui, on le conserve. Si la réponse est non, on le cède, avec un rythme de cession qui est à peu près le même que sur les 3 dernières années. Un objectif de faire tourner, entre guillemets, sur l'horizon 5 à 7 ans de la feuille de route, à peu près un tiers du patrimoine initial. Et avec toujours une stratégie value add, c'est-à-dire de création de valeur, en tout cas d'amélioration des actifs que vous possédez. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité intrinsèque de notre patrimoine, et en ce compris, évidemment, la qualité environnementale de nos actifs. On va conclure cette interview par un sujet un peu plus délicat qui touche au contexte actuel et qui impacte forcément tous les acteurs de l'immobilier, même si toutes les classes d'actifs ne sont pas arrangées dans la même catégorie. Et ça fait d'ailleurs écho à ce que vous avez dit sur la diversification, qui aujourd'hui peut-être presque indispensable pour les acteurs de l'immobilier, tant certains secteurs comme le logement par exemple sont conjoncturellement liés au contexte mouvant. On voyait que les taux commençaient à baisser, enfin se stabiliser ou à baisser. Vu le contexte politique et économique que l'on vit actuellement, c'est pas sûr que ça dure, donc les promoteurs pourraient se retrouver encore en difficulté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, en tant que professionnel? Comment vous percevez justement cette situation qui perdure et qui ne semble pas se résolver? Alors, ce qui est clair, c'est que l'instabilité politique devient une instabilité économique, donc évidemment, elle sclérose un peu tout le monde.
cette instabilité politique, elle va aussi toucher nos élus, qui sont quand même les décideurs sur beaucoup de sujets, notamment de redéveloppement. Il y avait déjà une forme d'attentisme de la part de certains. Là, je pense qu'ils vont être encore plus difficiles à convaincre, ou en tout cas, ils auront d'autres enjeux que cela, même si je reste convaincue à titre très personnel que la crise du logement est bel et bien là et qu'il faut avancer pour la résoudre, et que convertir une partie des immeubles qui ne sont plus dans la bonne classe d'actifs est une part de la solution. Enfin, bon, voilà, on y travaille sur notre patrimoine, mais c'est un travail de conviction un peu complexe. Moi, je pense que l'année 2025 va rester compliquée. Peut-être que la baisse des taux accélérés, dont on commence à entendre beaucoup parler, nous aidera, notamment pour baisser le coût de financement à la fois des acteurs de l'immobilier, mais aussi, il faut pas l'oublier, de nos clients, nos locataires, qui aujourd'hui, pour certains, souffrent beaucoup. Il y a pas que des enjeux de densification, de déménagement d'entreprises. Il y a aussi des entreprises qui peut-être vont mourir et donc ne seront plus locataires de fait. Donc je pense que tout le contexte économique, évidemment directement corrélé au nôtre, ça va être certainement encore un peu difficile en 2025. Maintenant, je pense que, et en tout cas nous, on va s'attacher à le faire. Il faut pas oublier de garder son cap. Il faut pas oublier de savoir où on veut aller, et il faut surtout s'adapter aux circonstances. Voilà. Donc par exemple, les sessions qu'on avait imaginées en 2022, c'est pas celles qu'on a effectuées les 3 dernières années, et c'est probablement pas celles qu'on va faire dans les prochaines années. On repose l'ouvrage sur le métier en permanence pour être le plus agile possible, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à sortir de cette crise avec les bons fondamentaux quand on en sortira, j'espère, le plus vite possible. Et il faut une agilité, une adaptabilité constante face à ces. Pour moi, ce sont vraiment les deux mots importants à avoir en tête pour l'année qui vient. Merci beaucoup, Christelle Zordan. Merci à vous. Imo Week, spécial CIMI 2024.